ፕሬዝዳንት ታዬ አጽቀሥላሴ፣ ክቡር የቀድሞ የኢፌዴሪ ፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ፣ ክቡር አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ፣ Monsieur le Président Taye Aጽቀሥላሴ, Monsieur l'ancien Président Moulatou Teshome, Monsieur le Président de la Chambre des représentants Taggese Tchafo, Monsieur le Président de la Chambre de la Fédération Aganyor Teshager, Monsieur le Président de la Cour suprême Théodros Mehret, Monsieur le Vice-Premier ministre Tamasgen Tourouneh, Adam Farah, Vice-Président du Parti de la Prospérité, le Maréchal Birhanou Djoula et les officiers de la Défense, honorables administrateurs en chef de tous les États régionaux, honorables ministres, les chefs religieux, tous les invités qui sont ici, permettez-moi avant tout de remercier Dieu qui nous a aidés à achever l'année 2017 avec succès et à redoubler notre engagement et à renouveler notre espoir pour les temps qui viennent en réalisant beaucoup de succès, beaucoup de victoires et beaucoup de réalisations. Puisque c'est une bonne expérience de remercier Dieu après des succès, des victoires et des réalisations comme il la mérite, je vous encourage de me joindre en tant que personne chanceuse à remercier Dieu. Concernant l'inauguration du livre L'État de Medemar d'aujourd'hui, ceux qui ont présenté le livre à travers les dramas et de manière étonnante méritent d'être remerciés et je les remercie amplement. Je voudrais remercier également les enfants qui ont présenté à travers les cirques accompagnés de la musique du musicien de renommée ainsi que du patriote Nouaï de Baba. Je voudrais encore remercier et je voudrais exprimer mon admiration à Dr Isra, Dr Fussoum, Dr Youssef, M. Getachew, M. Zerioun et Dr Dagnachew qui ont donné leur point de vue et leur critique sur le livre de manière claire et constructive. Le livre de l'État de Medemar n'est pas préparé pour chercher une justification en parlant du passé et dire qu'on avait un bon plan, on avait une bonne idéologie, mais c'était à cause de telle et telle personne qu'on n'a pas réussi. Mais c'est un document préparé pour dire que comme nous sommes dotés du temps et des ressources, nous serons des constructeurs d'histoire au lieu d'être des narrateurs d'histoire si on construit notre pays dans la bonne idéologie et dans la direction claire. Ceci est très important pour les pays aspirants développés comme l'Éthiopie. Mais comme nous avons pris longtemps et on a parlé en détail de ce livre, je voudrais juste que vous me permettiez de le résumer très brièvement en 4, autrement dit, l'État de Medemar se concentre sur 4 principales idées. Le premier est le départ. Si vous demandez ce qu'est le départ, c'est la question de colère et la recherche des raisons pourquoi l'Éthiopie est devenue un pays pauvre. Pourquoi l'Éthiopie est devenue un pays bénéficiaire de l'aide? Quel est le problème de l'Éthiopie pour qu'elle attende des aides des pays donateurs? Si on trouve des raisons convaincantes, ceci va faire nous rassurer. Mais si on ne trouve pas des raisons suffisantes, la colère va nous brûler et déranger. Pourquoi? Quand on demande pourquoi l'Éthiopie est devenue un pays pauvre, ce n'est pas parce que le pays est un seul pays pauvre dans le monde. Il y en a des pays qui ont déjà accepté qu'ils sont pauvres. Ce qui est triste, c'est le paradoxe que l'Éthiopie est terre d'origine, un grand pays, un pays sophistiqué, un pays qui a un grand nombre de populations de jeunes, un pays qui a des héros, des courageux, qui sont prêts à sacrifier leur vie depuis longtemps. Pourquoi l'Éthiopie est devenue un pays pauvre alors que le pays est proche de Dieu, possède des histoires fières, des histoires de liberté et une grande population dotée naturellement par l'architecture, la culture, l'histoire et une population qui n'a aucune histoire embarrassante. Il est aussi nécessaire de demander pourquoi ce peuple est devenu pauvre et mendiant. On dit que ce sont les Éthiopiens qui ont commencé l'agriculture puisque c'est la terre d'origine. Pourquoi nous n'avons pas progressé et pourquoi la nourriture est devenue une chose compliquée dans notre pays? Nous, les peuples qui ont commencé à préparer, utiliser l'agriculture à travers les matériaux traditionnels de l'agriculture préparés à partir des métaux. Les Éthiopiens sont connus pour des vêtements traditionnels appelés chama jusqu'aujourd'hui. Les Éthiopiens sont connus pour préparer des vêtements de manière traditionnelle et ils l'ont enseigné aux autres. Comment ça fait-il que nous importons des vêtements des pays étrangers au lieu de les produire localement? Pourquoi les Éthiopiens qui sont également connus pour préparer des médicaments traditionnellement ne parviennent pas à produire des médicaments? Ce n'est pas étonnant si un pays qui n'a aucune histoire d'expérience devient pauvre
Mais pourquoi on est devenu pauvre malgré la disponibilité des potentiels et la capacité? Les pays qui ont stocké de grandes quantités d'or ne sont pas connus par la production d'or. Ils sont considérés riches car ils ont juste acheté l'or de nous et l'ont mis sur l'étagère, alors que nous sommes considérés pauvres comme nous l'avons mis sous-sol. L'or de chez nous est plus important que celui de chez eux. La seule différence est le lieu où nous l'avons mis. Si le lieu où nous l'avons mis nous fait considérer pauvres, cela veut dire que nous devons apporter des puissances d'imagination. Il faut donc un changement de lieu en plus d'accepter la pauvreté qu'on a héritée. La deuxième chose, après la colère et l'envie, en se demandant pourquoi les autres sont modernisés alors qu'ils n'ont pas d'or, de terres arables, ils n'ont pas plus de population que nous. Pourquoi ils sont modernisés et pourquoi nous sommes devenus pauvres et en arrière? Donc, l'État de Medemar essaie de revoir le passé en arrière pour identifier qui sont nos problèmes et quels problèmes ont contribué dans notre retard et nous ont empêchés d'arriver là où les autres pays y sont arrivés. Entre autres, le premier problème que l'État de Medemar a identifié et constaté lors de l'évaluation du passé est le fait de poser les questions inappropriées, car si nos questions ne sont pas appropriées, nous ne recevons pas une réponse appropriée. La deuxième question inappropriée est le fait que nous suivons le processus de changement destructif au lieu d'améliorer et de développer davantage. Nos capacités et nos engagements en tant que force de changement ont été mesurés par la destruction d'hier au lieu de remplir ce qui manque et transformer ainsi qu'améliorer ce qui existait déjà. L'État de Medemar préfère parcourir le chemin qu'on n'a jamais voyagé. Pour démontrer cela, le Grand Barrage de la Renaissance et le Soudan sont des exemples suffisants et concrets. Le Soudan était un pays pacifique lors du changement de notre pays. Même après notre réforme, le Soudan était relativement pacifique. Mais quand des questions inappropriées sont soulevées et les réponses deviennent destructives, le pays a détruit l'aéroport international de Khartoum qui a été construit par ses citoyens. La capitale Khartoum, qui abritait environ 10 millions d'habitants, ne peut plus abriter ce grand nombre de population. Pourquoi? Car la voie qu'ils ont suivie est destructive. Quant à nous, nous avons également reçu la responsabilité du Grand Barrage de la Renaissance, qui est très coûteuse, très grande financièrement, idéologiquement et opérationnellement, avec tous ces problèmes. D'ailleurs, récemment, de nombreuses controverses ont eu lieu concernant ce barrage de la Renaissance. Qui l'a mis en œuvre? Comment il a fonctionné? Et qui doit prendre quel pourcent de part, etc. Pourquoi? Parce que nous l'avons achevé. Il est évident que tout le monde veut partager des fruits, mais si on a échoué dans ce barrage, personne ne veut pas en parler. Mais maintenant, il s'agit de succès dont tout le monde a envie et se rivalise pour le posséder. La voie choisie par l'État de Medemar en ce moment est juste que le barrage a été couronné de succès. On n'a pas de problème si vous êtes les propriétaires du succès, puisque l'État de Medemar n'a pas le temps de discuter sur ce genre de questions, car l'objectif de l'État de Medemar est de réaliser un succès. Lorsqu'il réussit, Medemar ne croit pas qu'il y a parvenu tout seul, parce que les Éthiopiens y sont parvenus en organisant toutes leurs forces. Alors c'est le combat et la victoire de tous les Éthiopiens, et non juste d'un gouvernement, d'une personne ou d'un individu. C'est pourquoi qu'il était nécessaire de construire un monument de manière qui représente toute l'Éthiopie. Le Grand Barrage de la Renaissance est une source de fierté, non seulement pour tous les Éthiopiens, mais aussi pour les frères et sœurs de l'Éthiopie, et il est préférable de réussir et de s'en réjouir afin que le débat actuel puisse aboutir. Personnellement, je tiens à dire que mon rôle dans le barrage de la Renaissance est éminent et très limité, et que la victoire vous appartient, et que le Grand Barrage de la Renaissance est notre objectif commun. Premier est qu'après le lancement initial de l'évaluation de l'État de Medemar, on déterminera également sa destination selon les besoins. Il déteste non seulement la pauvreté, mais aspire aussi à la prospérité. La question essentielle ici est de savoir si notre destination est juste notre souhait ou notre désir. Il s'agit d'un souhait vain. S'il s'agit d'un souhait vain, d'un souhait sans effort, d'un souhait non soutenu par la victoire, d'un souhait non soutenu par une institution, alors le souhait est un mauvais rêve, car nous souhaitons aujourd'hui et nous oublions demain. L'État de Medemar va au-delà des souhaits. Il s'agit d'une organisation qui ne souhaite pas seulement la prospérité générale de l'Éthiopie, mais qui croit également à la manière dont il peut être réalisé. En clarifiant le désir et la vision, le moment et comment nous pouvons accomplir. Il ne commence pas sans confirmer que nous en avons la volonté et la capacité. Comme mes frères l'ont mentionné précédemment lors de la revue du livre,
La connaissance peut s'acquérir de deux manières. Premièrement, par l'information, comme l'écoute, la lecture et la recherche. Deuxièmement, par l'expérience pratique. Les résultats de ces livres ne se limitent pas à ce que nous avons entendu et lu, mais aussi à ce que nous avons constaté dans la réalité. Il n'y a aucun doute que les gens apprendront, progresseront et aspireront à une utopie prospère grâce à ce livre. Nous avons évalué notre capacité de mise en œuvre de multiples façons. Notre désir n'est pas de créer un pays qui ressemble, mais un pays qui est mentionné comme exemple. Nous avons essayé d'imiter à maintes reprises, mais sans succès. Nous aspirons à bâtir une nation qui reflète notre identité, nos valeurs et notre culture. L'État de Medemel est persuadé que cet objectif est réalisable. Prenons comme exemple l'empreinte verte. L'empreinte verte à travers laquelle 48 milliards d'arbres ont été plantés est une pratique que personne n'a jamais essayée dans l'histoire des Noirs. Ce n'est pas ce que nous ressemblons, mais ce dont nous sommes représentés qui restera mentionné dans l'histoire. Cela peut être considéré comme une preuve que chaque race noire est capable d'y parvenir, d'aspirer, de s'organiser et d'accomplir de grands projets. Le deuxième exemple, comme je viens de mentionner, est celui du grand barrage de la Renaissance, construit sans interruption entre les générations, sans interruption par manque d'argent à cause du coronavirus, par la guerre. Si les Éthiopiens parviennent à réaliser tel projet, alors c'est un deuxième exemple qui prouve que chaque race noire peut réaliser de grands projets et les réaliser sans mendier ni emprunter. Comme mon frère Getachew l'a mentionné, n'ayez aucun doute quant au changement qui se produit à Addis Abeba. Je vous assure que dans quelques années, ce sera un exemple en Afrique tout entière, parce que c'est l'une de nos œuvres qui nous a montré qu'il est possible de construire une ville sans ténèbres et sans saleté, avec nos propres ressources en court laps de temps et de la rendre accessible à ses citoyens, qui sera sans aucun doute une leçon pour les autres. Pour partager la question de Getachew, quand nous commençons par nos foyers et notre capitale, nous ne devons pas nous limiter là. Notre devise à l'époque était du bureau à la ville, de la ville au pays. Nous avons dit notre bureau, notre cour, notre quartier, puis notre Addis Abeba. Si vous allez à Bishoftu, à Adama, à Sinagale, à Hawassa, Arba Minch, Sodo, Jimma, le sud, le sud-ouest, tous s'efforcent dans ces activités de développement. Si vous allez à l'est, les villes d'Harar, de Dredwa et de Djidjiga évoluent à une vitesse fulgurante. Ce que je partage avec Getachew et ce que je pense qu'il doit être la conviction de beaucoup d'entre nous est que l'autogratification détruit les gouvernements. Si nous sommes trop fiers que nous avons apporté un changement d'1% à Addis Abeba, nous ne progressons pas. Nous ne progressons que lorsque nous faisons nos propres efforts. Nous avons pris un bon début. Qu'on le croit ou non, nous avons pris un excellent début. Mais c'est juste un début. Ce qu'un début exige, c'est la continuité qui doit se faire sans interruption. Si nous y parvenons, l'Éthiopie pourra être citée en exemple de beauté, de changement et de modernité. Un autre exemple est celui du développement du bord de rivière. Le Dr Danyacho vient de décrire l'utilisation et la destruction des rivières éthiopiennes par rapport à la nature. Le projet de rive d'Addis Abeba ou celui d'Arba Minch peuvent sans aucun doute servir d'exemple à de nombreux pays. C'est un très bon début. En développant ce projet, il est possible de faire écho à partir d'Addis Abeba à l'idée qu'un travail qui servira d'exemple à l'ensemble du peuple noir peut être mesuré. La campagne sur l'agriculture du blé et les résultats obtenus peuvent être mentionnés de la même manière. Par conséquent, si nous les Éthiopiens décidons de s'unir et travailler ensemble, nous pourrons voir que nous pouvons faire tout et notre destination est ambitieuse. On ne doit pas dormir sans prévoir la prospérité de l'Éthiopie, voir la belle Éthiopie, alors il est temps de se réveiller. Cet enthousiasme, ce désir de concrétiser notre vision malgré les fractures historiques, nous oblige à tracer la bonne voie. Le troisième est de comprendre comment nous pouvons concrétiser cette vision. La première consiste à observer de l'intérieur à l'extérieur. Ce que le christianisme et l'islam en Éthiopie enseignent au monde ne se caractérise pas à l'acquisition de connaissances, mais au partage des connaissances au monde. Car le christianisme est arrivé en Éthiopie juste après une trentaine d'années de son début, tandis que l'islam est arrivé en Éthiopie avant de se propager même dans le pays où il a été débuté. L'Éthiopie, riche d'un savoir millénaire, ne devrait pas être avide d'apprendre des autres, mais d'enseigner aux autres. Nous devons observer de l'intérieur à l'extérieur et aussi apprendre de l'extérieur. Nous ne devons pas copier, mais nous devons apprendre de certains pays
qui sont plus développés que nous et qui sont avancés dans l'innovation et la technologie. Si nous intégrons nos capacités et nos bonnes attitudes en Éthiopie, nous pouvons faire des merveilles. Mais je pense que cet événement actuel est une leçon suffisante pour ceux d'entre nous qui peinent à créer une telle unité. Si Abiy et Zarihoun, Abiy et Getachew, Abiy et le philosophe Dagnacho peuvent parler des problèmes de leur pays dans un langage rapproché, rares sont ceux qui peuvent critiquer et apporter une idée différente, à part de ces individuels. Dagnacho est un universitaire depuis longtemps qui a passé sa vie à critiquer, à formuler des idées opposées et qui s'est disputé même avec sa propre famille à cause de sa lutte de philosophie. Zarihoun est l'un des universitaires expulsés de l'université pour cette même raison. Dès le premier temps du gouvernement de l'EPRDF, il soutenait et critiquait à la fois au sein de l'EPRDF. Il est également critique aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens qui ont des difficultés à critiquer et à apporter des idées. Il n'y a pas besoin de parler de Getachew. Je n'ai pas vu beaucoup de gens en Éthiopie avoir une opinion promouvant l'intérêt national de l'Éthiopie à part de ces individuels. L'Éthiopie suffit à nous tous. Nous ne nous réunissons pas pour penser de la même manière, mais nous nous réunissons pour réfléchir à un seul pays. Nous ne nous réunissons pas pour discuter juste dans une salle et élaborer des idées. Nous sommes également prêts à écouter toutes les idées qui circulent ailleurs. Cher public, il n'y a jamais eu de période de l'histoire de l'Éthiopie où chacun était un orateur et un analyste comme maintenant. Quand j'imagine à certains des gouvernements précédents, je me demande qu'ils auraient fait si les gens parlaient comme ils veulent à travers le Facebook, YouTube, comme aujourd'hui. La raison est qu'en 2005, lorsque le professeur Birhanu Nagga et d'autres personnalités politiques éthiopiennes ont mobilisé les habitants d'Addis Abeba en s'opposant au gouvernement de l'époque, nous avions une seule chaîne de télévision qui s'appelait ITV. Nous n'avions pas de chaîne appelée Fana ou ISAT. Maintenant, s'il y a des centaines de télévisions, si le gouvernement n'avait pas été capable d'écouter et de supporter le choc de l'observateur, imaginez ce que cela aurait créé en Éthiopie. La raison pour laquelle l'observateur subit autant de chocs, c'est principalement parce qu'il y a une vision enthousiasmante. Je vous le dis, ce n'est pas parce que la colère s'est dissipée, mais parce que nous avons fait le choix de la supporter patiemment pour réaliser nos rêves ambitieux. Si le professeur Birhanu Nagga, M. Getachew Reda, M. Melakou Alabel et d'autres responsables dirigent ensemble le gouvernement éthiopien, s'ils sont prêts à accepter les idées et les capacités du gouvernement éthiopien, alors au moins nous débattons dans nos livres et nos discours, mais il n'y aura aucune raison de se battre. Par conséquent, cette voie assurée consiste à unir autant que possible les Éthiopiens autour d'une vision commune. Une fois que les Éthiopiens se seront unis autour d'une vision commune, il sera également nécessaire d'identifier les fragilités et de trouver des solutions. Il est nécessaire de résoudre la fracture du développement de l'Éthiopie. Le problème politique et le voyage de croissance de l'Éthiopie demeurent les principaux agendas de nos ennemis. Il s'agit de division et faire la séparation fondée sur la race, la religion, le genre, le quartier et le village. Le seul remède à cela est la synergie et l'unité. Lorsque nous parlons de la synergie, nos ennemis sont choqués car ils savent qu'en nous réunissant, nous créons une histoire inscrite dans l'histoire ancienne de l'Éthiopie. Si nous sommes unis et respectueux des Éthiopiens, qu'ils soient Tigriens, Oromo, Amara, Gurage, Walaïta ou Sidama, nous pouvons accélérer et créer. Je ne pense pas qu'il soit approprié de pratiquer en Éthiopie en acceptant des idées, de l'argent ou des missions. Le problème de beaucoup est que si nous disons que nous ne sommes pas physiquement contrôlés, en réalité nous sommes virtuellement dominés par de nombreuses idées malsaines. Si nous avons du mal à évaluer les idées des gens en termes d'intérêt national, si nous ne sommes pas prêts à enquêter sur tout ce que nous entendons de l'étranger, il sera difficile d'assurer la prospérité de l'Éthiopie. Donc nous devons nous unir car la division n'est pas notre idée éthiopienne, mais une idée imposée sur nous. Et nous nous unissons pour empêcher cette division. Un autre aspect de notre cheminement est la fracture psychologique. Nous disons que nous sommes brisés et incapables d'y parvenir. C'est pour cela qu'on se demande toujours en discutant, en disant qui a conçu le corridor d'Addis Abeba, d'où vient l'argent, qui est l'entrepreneur, car nous avons accepté que les Éthiopiens ne puissent pas le faire. Comme nous ne pouvons pas le faire, on cherche donc un propriétaire pour ces réalisations. Autrement dit, si quelque chose de bon apparaît, ce n'est pas le nôtre, mais celui de quelqu'un d'autre. Cette fracture psychologique est profonde à tous les niveaux. Mes frères et sœurs, nous pouvons y arriver.
Nous pouvons atteindre nos objectifs si nous visons le bien commun avec des intentions claires, en mettant de côté nos intérêts personnels. Même à notre époque, il y a environ 155 ans, des visionnaires ont décidé de construire un pont en surmontant la barrière montagneuse qui séparait l'Occident de l'Orient. Ils ont décidé de créer le canal de Suez, qui réduirait la distance maritime entre l'Occident et l'Orient de 8 900 km. Le canal mesure environ 193 km de long. À cette époque, la machine n'était pas aussi performante qu'aujourd'hui. Les capacités de construction étaient également incomparables à celles d'aujourd'hui. De nombreuses vies ont été perdues lors de la construction de ce projet. Cependant, une fois achevé, elle réduit la distance entre l'Occident et l'Orient de 8 900 km, soit l'équivalent d'un voyage de 10 jours, car le commerce et les routes étaient d'une importance capitale. Entre l'Éthiopie et l'Inde, il n'y avait pas de montagne, mais un pont dans notre histoire. C'est pourquoi notre culture et bien d'autres choses se rassemblent. Aujourd'hui, l'émergence d'une génération hésitante et sceptique quant à la reconquête de la mer Rouge, qui nous appartenait autrefois, est perçue comme une manifestation d'une fracture psychologique. Ils se perçoivent comme incapables. Pourtant, l'Éthiopie a le potentiel pour y parvenir. Les peuples qui ont construit le canal de Suez il y a 155 ans, sacrifiant leurs fils courageux, générant aujourd'hui au moins 10 milliards de dollars par an. Lors de la construction du canal de Suez, des vies ont été perdues en Éthiopie, en Afrique du Sud ou au Nigeria. Les êtres humains naissent et meurent, cependant ces personnes manquent d'histoire. En revanche, les histoires de ceux qui ont succombé à la chaleur, à la famine et aux soins médicaux insuffisants pendant les travaux du canal de Suez continuent de résonner dans l'histoire. Personne parmi nous, vous et moi, n'obtiendra l'immortalité ou la vie éternelle. Nous sommes tous mortels. Le nom de celui qui a accompli un acte immortel sera souvenu à travers les générations. Il est irréaliste de penser qu'une nation comme l'Éthiopie devrait être figée et transmise à nos enfants. Nous ne pensons pas que la violence ou le conflit soit nécessaire pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi nous plaidons en ce sens depuis 5 ans. Nous sommes convaincus que l'Éthiopie doit être libérée de l'isolement et de la pauvreté qu'il a maintenant. Nous sommes convaincus que l'Éthiopie doit être libérée de l'isolement et de la pauvreté qu'il a maintenant parmi les pays les plus pauvres, par des moyens spécifiques et conformément au droit international. Par conséquent, s'ils sont prêts à engager un dialogue pacifique avec l'Éthiopie, nous sommes plus que jamais ouverts à la discussion. Cependant, si un Éthiopien croit que l'Éthiopie restera à jamais prisonnière de sa situation géographique, il se trompe. L'Éthiopie privilège la paix, lutte contre la pauvreté et favorise le développement. Nos compatriotes doivent comprendre que ce problème est inévitable et se préparer aux négociations dès que possible. Ce chemin renforcera notre pouvoir et notre influence et j'espère que notre Parlement débattra alors de la pertinence du budget alloué à l'aide aux pays d'Afrique de l'Est. L'Éthiopie a le devoir d'aider les autres, de même que d'autres pays discutent et prennent des décisions pour nous soutenir. Nous devons également respecter des règles et des systèmes clairs pour aider nos visions en leur allouant des fonds. Et pour cela, la quatrième dimension qui est le gouvernement est importante. Le gouvernement est la plus grande invention du monde. La science nucléaire, la science spatiale, l'équation d'Albert Einstein, l'équation MC au carré aurait été pas une science si le gouvernement n'était pas là à l'époque. C'est le gouvernement qui a fait de cette invention une réalité. Le gouvernement est une institution issue d'une institution dotée d'une hiérarchie englobant de nombreuses communautés. La principale raison de son importance est qu'il peut agir aujourd'hui pour façonner notre demain. Nous parlons de notre avenir en s'appuyant sur aujourd'hui. Nos enfants ne vivront pas dans un pays fermé, mais ils seront des enfants qui feront l'histoire et soutiendront notre peuple frère. Beaucoup seront déçus car ils ne verront pas l'équipe nationale éthiopienne performer aussi bien sur une telle scène. Aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'un moment vient où l'équipe nationale éthiopienne va accomplir un travail remarquable en Afrique ces 10 prochaines années et nous serons fiers du talent de nos jeunes sur la scène africaine et internationale. Ce n'est pas juste un rêve. Pour le faire, on a construit plus de 100 stades à Addis Abeba. En construisant les bases, un changement se produira. Si cela ne se produit pas d'ici 2 ou 3 ans, le gouvernement investira dès aujourd'hui, affirmant qu'il aura une équipe solide dans 5, 6, 7 ou 10 ans. Ceci n'est qu'un exemple. Le deuxième exemple est la qualité de l'éducation. Lorsque nous avons décidé
à travers le ministère de l'Éducation, sous la direction du président du parti ISEMA, de publier une feuille de route stipulant que nous devons garantir la qualité de l'éducation. Vous constatez les bruits que régnaient la première et la deuxième année. Cette année, un changement est constaté. Si nous attendons l'objectif de 15% d'ici 2 ou 3 ans, nous réaliserons la prospérité de manière concrète et non par vœux. On sait que l'Éthiopie a récemment annoncé son plan du lancement de la construction de l'installation d'une centrale nucléaire. Certains considèrent ce problème comme une simple question d'énergie. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque l'Éthiopie se lancera dans le secteur nucléaire, la science médicale progressera, l'agriculture de précision se développera, la consommation de l'eau augmentera et les étudiants développeront leur capacité de travail et de recherche. Alors, il ne s'agit pas seulement du domaine de l'énergie. Certains Éthiopiens doutent de la volonté de l'Éthiopie de construire aujourd'hui l'énergie nucléaire. Ce que la Russie a réalisé il y a 80 ans. À moins qu'il ne s'agisse d'un robot mobile, comment une personne dotée de science n'a pas le courage aujourd'hui d'entreprendre ce qui a réalisé la Russie il y a 80 ans? L'Éthiopie a commencé et achèvera tous ses projets avec succès. Si nos capacités limitées et notre fragilité persistent, le destin de nos enfants, le destin de nos enfants sera la persécution et la mendicité. Pour que vous et moi ne voyions pas la souffrance que nous avons vue, nous devons être présents aujourd'hui et nous préparer pour répondre à la fragilité de demain. Notre fragilité réside dans notre faiblesse mentale alors que nous sommes capables, alors que nous sommes adultes. Cette génération doit poser les fondations. Lorsque l'État de demain sera formé, il croit pouvoir créer un monde meilleur pour ses enfants en étant présent aujourd'hui et demain, en planifiant au présent avec l'imagination. Ce que je veux exprimer pour ceux qui sont ici, c'est que le livre n'est pas complet. L'auteur non plus. Je tiens à dire que si vous avez une opinion contraire à ce livre et si vous avez d'autres idées, je suis prêt non seulement à le lire, mais aussi à apprendre et à remercier. Vous, les érudits, critiquez-le. N'hésitez pas à l'exprimer si vous avez des idées opposantes. Mais pour ceux d'entre vous qui peinent à savoir quand ce livre a été écrit, l'essentiel est que les gens à l'intérieur comprennent comment nous allons accomplir ce que nous avons commencé et comment nous allons mener à bien ce que nous disons. Ces 2 dernières années, les gens à l'intérieur ont discuté et réfléchi au type de gouvernement dont nous avons besoin. Ainsi, quand on lit ce livre, il devient clair que le gouvernement dont nous avons parlé n'était pas seulement pour vous et moi, mais aussi pour le monde extérieur. Lors de mon séjour à Davos en 2019, je vous ai parlé de l'idée de Frillion. Des travaux préliminaires sont encore là-dessus. Le livre final sur la synergie pourrait être dans ce sujet. Je vous dis dès maintenant que le titre sera « Le calcul de la synergie dans la perspective Frillion ». Le calcul de la synergie dans la perspective Frillion. Ce document montre comment s'exercer au partage, au don et à l'engagement de soi envers d'autrui. À ceux qui souhaitent écrire un livre, je recommande d'écouter facilement des livres audio. Vous pouvez les écouter en faisant du sport ou d'autres activités. Vous pouvez également apprendre de tous les Éthiopiens. Surtout, vous pouvez vous inspirer de la sagesse des anciens du pays. Mon dernier message à ceux qui ont d'autres avis est de prendre ce que j'ai emprunté aux paroles des pères Oromo et je recommande que ce principe soit le vôtre. Lorsque les pères Oromo disent que quelque chose qui en contredit leur rêve se produit, ils disent « Kan obsa kanimo gorsa ». Ils disent également « Gari gorsa garimo obsa, mullati ketadamo kaba ». Ils disent encore « Il faut endurer certaines choses en surmontant d'autres et avancer vers sa vision ». Kan gorsa kan obsa fonctionne pour moi et pour vous aussi. Si vous avez un rêve et que vous voulez atteindre votre rêve, Kan Obsa Kan Gorsa devrait être le chemin à suivre. Merci beaucoup. Kan Gorsa Kan Obsa ለኔም ለእናንተም ይሰራል ህልም ካላችሁ ወደ ህልማችሁ መዘርጋት የምትፈልጉ ከሆነ ካን ኦብሳ ካን ጎርሳ ጉዞ ግን ወደፊት መሆን አለበት እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ